Luc Boileau, directeur de la santé publique, a pris la parole pour parler du port du masque, entre autres choses. On l'écoute. Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay, l'Abitibi, on a vu ça se répandre avec plus de force. Mais malgré tout, la situation pour les hôpitaux, elle est sous contrôle, même si c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés qui souffrent de la COVID, qu'ils ont attrapé dans le milieu communautaire et donc il y a encore beaucoup d'absents pour maintenir tous les services dans les systèmes de santé et de services sociaux. Alors, vous l'avez vu récemment, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, prévoient qu'il va y avoir encore des hausses de cas et des hausses d'hospitalisation au cours des quelques prochaines semaines. Donc, c'est pas terminé. Il faut donc rester vigilant, tout le monde, chacun à travers la province. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. On voit qu'il y a des gens qui portent moins attention à la situation, mais il faut quand même rappeler le message que la pandémie n'est pas terminée. Elle est toujours là et elle sévit plus qu'elle ne sévissait il y a quelques jours ou quelques semaines encore. Alors, on avait mentionné la semaine passée qu'on étudiait la question du masque, qui demeure un outil efficace pour aider à prévenir la contagion. Et nous avons hier recommandé, considérant cette évolution-là de la situation, on a recommandé au gouvernement de maintenir l'obligation du port du masque dans les lieux publics et dans les transports, bien sûr, et de le maintenir tout le mois d'avril. Alors, on va regarder bientôt, si on peut refaire le point là-dessus, mais pour l'instant, c'est une recommandation que nous avons faite, nous croyons avoir été, bien sûr, acceptée. Alors, comme l'essentiel des mesures ont été levées, on préférait avoir une approche plus prudente, et puis c'est d'être responsable que d'agir ainsi. Et nous sommes convaincus que c'est une bonne chose, puisque le virus continue à circuler abondamment, comme on le mentionnait. Alors, au-delà du masque, un point très important, c'est entendre à nouveau ce matin, que ce soit sur l'infection BA2 ou Omicron, la période où on peut être contagieux, c'est 10 jours. Alors, quand on débute des symptômes, on le répète, il faut pouvoir s'isoler rapidement, de passer des tests si on y a accès. Des fois, les tests peuvent être négatifs au début, mais ils vont se positiver, mais de rester isolé pendant 5 jours à la maison, en étant très prudent pour les autres. On n'invite pas personne, on n'est pas en contact avec personne. Et dans les 5 jours qui suivent, si on ne fait pas de fièvre, si on n'a pas de symptômes, on peut reprendre quelques activités. Ces activités-là, c'est pas de refaire tout ce que nous faisions avant, c'est de reprendre des activités en étant conscient qu'on peut être contagieux pendant une période totale de 10 jours. Donc, c'est pas le temps d'aller au restaurant. Il faut enlever le masque quand on est au restaurant. C'est pas le temps d'aller dans des spectacles. C'est pas le temps de faire des activités sportives avec d'autres. C'est pas le temps non plus de recevoir des gens ou d'aller dans des réceptions, d'aller dans des bars ou aller chanter. C'est pas le temps. Il faut rester prudent pendant ces 10 jours-là pour ne pas donner l'infection aux autres parce qu'actuellement, ça se propage beaucoup et cette propagation-là vient d'un contact à l'autre pour des gens qui l'ont fait. Ils ne se génèrent pas tout seuls et qui le transmettent à d'autres. Donc, il faut rester très vigilant dans ce contexte-là. Et bien sûr, on le répète, là, garder la distanciation, le port du masque en tout temps et éviter, on vient de le souligner, les interactions sociales. Alors, et c'est d'autant plus important de le faire en étant conscient qu'il y a des personnes qui sont plus à risque. Les personnes de plus de 60 ans sont plus à risque de développer des complications. Et en effet, les 3/4 des personnes actuellement dans nos hôpitaux sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, il faut être d'autant plus attentif dans nos contacts avec les personnes de plus de 60 ans ou entre elles, bien évidemment. C'est un moment charnière en ce moment de ne pas accentuer cette propagation-là. Alors, pour se protéger sur le virus BA2, il est donc important pour ces personnes-là, comme tout le monde en général, mais pour les personnes de 60 ans, de profiter de la vaccination. La vaccination demeure un outil essentiel et l'outil le plus solide qu'on a ici au Québec et à travers le monde. Donc, de profiter de la vaccination et d'aller chercher sa 3e dose pour les personnes qui ne l'auraient pas encore été la chercher. Alors, on n'invite pas les personnes de plus de 60 ans à s'isoler, à ne voir personne, à ne faire aucune activité. Bien sûr que c'est pas ce qui est souhaité. Les gens ont besoin de vivre aussi,
Mais de vivre avec le virus, ça ne veut pas dire de l'oublier. C'est de vivre avec le virus en étant prudent pour ne pas prendre de risques de contracter la maladie, comme ça a été mentionné, donc d'être prudent sur les personnes avec qui on se retrouve. Et c'est pas parce qu'on a des amis en qui on a confiance, qui sont triplement vaccinés, qu'ils ne peuvent pas nous donner l'infection. Le vaccin est très efficace pour éviter la maladie grave, mais n'a pas toute l'efficacité pour empêcher la contagion et l'infection. Donc, il faut rester toujours vigilant et donc être bien vacciné et ne pas courir après des événements qui pourraient nous porter plus à risque. Alors, c'est une question de prudence, c'est une question qu'il faut plus s'adapter aux circonstances actuelles dans cette phase d'une 6e vague et être capable de manœuvrer nos propres choix en conséquence. Alors, ça sévit beaucoup et on le disait, comme on le mentionnait déjà la semaine passée, les gens de plus de 80 ans ont accès à une 4e dose. Depuis une semaine déjà, elles peuvent prendre rendez-vous pour bénéficier d'une 4e dose. Cette dose-là, la 4e dose, elle s'ajoute à une 3e dose. La 3e dose reste efficace généralement pendant plusieurs mois, là, autour de 5 à 6 mois qu'elle reste efficace. Mais considérant qu'il y a des gens déjà que ça fait 5-6 mois qui ont eu leur vaccination, ils peuvent en bénéficier déjà. Ce sont les 80 ans et plus, comme vous l'avez entendu depuis la semaine passée. Nous ajoutons demain matin l'opportunité aux personnes de plus de 70 ans de pouvoir prendre un rendez-vous sur Clic Santé et de bénéficier de la 4e dose. De la même manière, dès lundi prochain, les gens de 60 ans et plus pourront profiter de cette 4e dose, donc dès lundi, le 11 avril. Alors, on ne dit pas aux gens qu'il faut absolument se faire vacciner tout de suite. Il faut normalement attendre un bon 5 mois ou un 4-5 mois, mais il y a des gens que ça fait déjà un 4-5 mois qui ont été vaccinés. Alors, toutes les personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier de cette 4e dose peuvent le faire en autant que ça fasse au minimum 3 mois depuis qu'ils ont eu leur dernière injection. Alors, je le répète, le vaccin est efficace pour prévenir les complications graves et c'est une bonne nouvelle qui va permettre d'offrir une protection additionnelle aux personnes qui sont les plus vulnérables en fonction de leur âge et aussi pour celles qui souhaiteraient en bénéficier parce qu'elles jugent qu'elles pourraient se sentir plus à l'aise avec cette dose additionnelle. Alors voilà, on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, on passe à la période de questions. On demande aux journalistes d'être assez succincts dans leurs questions. On va y aller rondement. Il y a beaucoup de monde qui veulent poser des questions. Nommez votre nom et votre média, s'il vous plaît. Bonjour, Claudie Côté de TVA. Je suis cachée ici. Oui. Je rappelle que c'est une question et une sous-question. Parfait. Le Québec devient la seule juridiction à garder l'exigence du port du masque. En quoi le Québec est différent des autres provinces ou des autres juridictions? Pourquoi la situation serait plus préoccupante ici? En fait, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la situation au Québec. Elle est préoccupante avec tout ce qui a été dit et ce que vous voyez. Donc, le virus circule beaucoup. Bien sûr, on était encouragé par l'évolution, mais on s'attendait à une hausse. Cette hausse-là est importante et elle est marquée aussi par le BA2, ce qui nous amène à considérer que le masque, qui demeure un outil efficace, qui n'est pas je pense qu'il n'est pas une contrainte majeure pour la plupart des gens. C'est pas plaisant de devoir le porter pour tous. C'est une contrainte acceptable dans la situation actuelle. Je dois vous dire aussi que il y a d'autres juridictions qui souhaiteraient le remettre de l'avant, mais je vais les laisser s'exprimer de ce côté-là. Nous, on a cette opportunité d'avoir encore le masque obligatoire. On fait juste le repousser de quelques jours, 2 semaines pour l'instant, et puis on verra par la suite, mais l'intention, c'est pas de garder ça pour toujours. En même temps, les Québécois peuvent se voir à l'intérieur, recevoir. Les fêtes de Pâques sont à nos portes. Il y aura des rassemblements. Hier, le premier ministre François Legault a dit quand on est bien vacciné, c'est comme un rhume. Et on a vu des spectacles où les gens là, étaient rassemblés et enlevaient carrément le masque. Donc, en quoi le fait de prolonger cette mesure-là va changer le comportement des Québécois ou restreindre la propagation en ce moment? En fait, on juge que ça va restreindre la propagation puisqu'il est utile dans les lieux publics. Et il y a beaucoup de monde qui se croise dans les lieux publics. Alors, pour nous, c'est important de réduire
le nombre de contacts à risque et c'est une façon de le faire. On ne peut pas tous les réduire, vous l'avez bien mentionné. Il y a des gens qui se voient, des gens qui enlèvent le masque, qui se reçoivent et c'est correct. Il faut apprendre, bien sûr, à revivre et vivre avec le virus. Ça ne veut pas dire de considérer qu'il n'existe plus. Ça veut dire de prendre les gestes qu'il faut pour se protéger. Ce n'est pas tout le monde qui ne font qu'un vilain rhume avec ce virus-là, qu'il soit Omicron ou BA2. Il y a des gens qui, malheureusement, développent des maladies avec plus de symptômes et certains, malheureusement, vont aller vers l'hôpital et avoir des soins critiques et même en décéder. Donc, ça reste une maladie sérieuse et qui mérite d'être protégée. Donc, avec le masque, ça diminue ces risques-là. Et pour les gens, être protégé, ça veut dire profiter de la vaccination. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Dr Boileau. Bonjour, Dr Lontin. C'est Véronique Prince à Radio-Canada. On a bien vu les projections de l'INES là, sur les hospitalisations, mais qu'en est-il des projections du nombre de cas? Est-il vrai que vos modèles mathématiques vous montrent que le pic pourrait être atteint dans le coin de Pâques 15, 16, 17 avril et après, les cas pourraient redescendre quand même assez rapidement? Est-ce que c'est ce que vous voyez? En fait, c'est difficile d'avoir un modèle parfait qui va nous prédire avec certitude qu'est-ce qui va se passer. On a l'impression que la modélisation actuellement nous invite à croire qu'on est dans la pente, évidemment, qui continue à croître, mais qu'on pourrait commencer à connaître un ralentissement de celle-ci au cours des prochaines journées ou des 2 prochaines semaines. À savoir maintenant, Mme Prince, si ce pic-là sera atteint à Pâques ou après Pâques ou même avant Pâques, ça, c'est très difficile parce que il y a des variations aussi sur le territoire québécois. Il y a des régions qui actuellement ont été manifestement plus rapidement atteintes par cette propagation-là. On les mentionnait tantôt. D'autres qui voient leurs cas augmenter, les cas augmenter et même les hospitalisations. Alors, on est dans les régions autour de Montréal, allant jusqu'à l'Estrie. Montréal, c'est différent. Alors, cette variation régionale ne nous permet pas d'avoir une courbe qui est... Bien sûr, il y aura une courbe moyenne, mais ce sont des courbes qui vont s'exprimer un peu différemment d'une région à l'autre. Alors, dès qu'on a des signaux de ralentissement, on va en faire un témoignage très franc et rapide pour encourager la situation. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation de croissance pandémique. On va faire le point, d'ailleurs, vendredi à nouveau sur une mise à jour de la situation et donc on va se voir à quelques occasions pour garder ça le plus transparent et le plus clair possible. Ma deuxième question concerne le Paxlovid qui en ce moment est... Il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes très restreintes là, qui sont éligibles à l'avoir. Comme on sait que les 60 ans et plus sont particulièrement à risque, en santé ou pas, et qu'éventuellement, le Paxlovid, on va probablement en avoir en plus grande quantité. Là. C'est comme les vaccins au début, on privilégiait certaines catégories de personnes. Là. Est-ce que vous pourriez élargir le Paxlovid maintenant que les pharmaciens peuvent le prescrire? Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, bien, les 60 ans et plus, comme vous êtes à risque juste par votre âge, bien, à partir d'un certain moment, quand vous contractez la COVID, si votre résultat est positif, appelez donc tout de suite votre pharmacien pour voir si vous pouvez vous le faire prescrire. T'sais. Est-ce que vous pensez élargir le traitement? Bien, il y a 2 touches que je vais vous dire. La première, c'est qu'on a un système d'accès au Paxlovid qui est remarquable, qui est le meilleur qu'on puisse imaginer, là, qui a demandé des efforts importants de la part de plusieurs groupes, les pharmaciens en tout particulier, et des efforts de plusieurs autres, les médecins, etc., de sorte qu'on a vraiment quelque chose qui est remarquable. Et c'est pas une question de limitation de dose. C'est une question d'être rigoureux sur le plan de la science. Et je vais inviter mon collègue Dr Lontin à préciser des éléments. Parfait. Merci pour votre question. Effectivement, le Paxlovid, c'est un outil très utile pour des clientèles cibles. Il faut comprendre que le Paxlovid est vraiment là pour prévenir les complications et les hospitalisations. Donc, il faut regarder un peu quelles sont les personnes qui sont plus à risque d'avoir ces complications-là ou de se retrouver malheureusement hospitalisées ou d'en décéder. Il y a vraiment 2 grands groupes. Le groupe des personnes qui sont immunosupprimées, modérés à sévères, beaucoup chimiothérapie active, par exemple, certaines personnes qui ont des syndromes d'immunodéficience
innée ou acquise, certains médicaments, entre autres la cortisone à haute dose ou les médicaments qui baissent la réponse de vos lymphocytes. Et ça, les pharmaciens et les médecins peuvent vraiment cibler qui sont ces personnes. Et il y en a quand même déjà une bonne population au Québec qui répondent à certains de ces critères-là. Donc, pour eux, c'est important que s'ils ont la COVID, d'en parler à leur médecin, à leur pharmacien pour voir s'ils peuvent être éligibles au Paxlovid. Pour les autres personnes, c'est vraiment les personnes qui ne répondent pas au vaccin, donc les non-vaccinés. Et ce sont surtout les personnes en haut de 60 ans qui ont un risque de se retrouver à l'hôpital quand elles sont non-vaccinées. Les guides de l'INES sont très bien faits et ils ouvrent la porte pour certaines catégories. Des catégories qui sont d'un âge très avancé, avec plusieurs facteurs de risque, pour qui on pourrait anticiper soit une moins bonne réponse au vaccin ou un risque de complications élevé. Et à ce moment-là, il y a vraiment une question de cas par cas. Mais dans les guides actuels, ce sont des personnes chez qui probablement que le bénéfice du Paxlovid n'est pas très élevé, mais la porte est ouverte quand même pour l'analyse, encore une fois, au cas par cas. Les pharmaciens sont vraiment très bien placés pour ça. Les pharmaciens vraiment de famille, ceux qui s'occupent de ces patients-là, ainsi que les médecins traitants. Donc, pour l'instant, tout ça pour dire que les guides d'utilisation du Paxlovid, à mon avis, sont très, très sensés, basés sur les preuves, et ils ouvrent la porte pour la clientèle dont vous parlez, qui pourra en bénéficier même s'ils ne rentrent pas nécessairement dans les critères. Donc, juste pour que ce soit clair, que je comprenne bien, c'est-à-dire qu'éventuellement, les 60 ans et plus, comme ils sont de par leur âge à risque, en santé ou pas, pourraient peut-être appeler leur pharmacien, puis... Ce sont, au niveau du guide, ce sont les personnes d'un âge très avancé avec des comorbidités non contrôlées. Donc, il y a vraiment une question ici de jugement. Mais une personne de 60 ans et plus qui est triplement vaccinée et qui n'est pas très malade de d'autres maladies, probablement que ne sera pas à risque. Le vaccin marche vraiment très bien pour prévenir les complications chez cette clientèle-là. Merci beaucoup. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Je veux juste savoir une précision, Dr Boileau. Vous avez dit donc que la situation sera, si je comprends bien, réévaluée. Donc, je veux juste savoir si vous n'hésiterez pas donc à prolonger à nouveau le port du masque obligatoire. Et j'aimerais donc savoir si vous attendez aussi à de la désobéissance là, prochainement, puisqu'il y en a qui ne seront peut-être pas contents de la décision que vous prenez aujourd'hui. Là. Bien, la décision va être réévaluée, surtout dans le sens, est-ce qu'on pourrait le retirer plus tôt si la situation, on jugeait qu'elle s'améliorait très, très rapidement, ce qui est peu probable. Hein? C'est une vague quand même. Donc, je crois que pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire pour tout le mois d'avril, il faut envisager garder le masque. Je pense que les gens sont conscients de ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup d'infections. Tout le monde connaît des gens qui s'infectent. Il y a beaucoup de monde qui s'infectent eux-mêmes. C'est pas toujours facile. C'est pas agréable. C'est pas un plus là, de faire l'infection. Et c'est à risque pour des gens qui sont plus malades, immunosupprimés, plus âgés. Ils n'ont pas toujours 92 ans. Là, ce sont des gens qui sont dans la communauté. On a 75% de nos gens qui sont actuellement de plus de 60 ans dans nos lits à l'hôpital. Il y en a le quart qui ont moins de 60 ans. Donc, c'est une maladie qui vient frapper beaucoup de monde et qui se révèle pas facile. Alors, je pense qu'on peut faire appel au sens civique et à la collaboration de toute la population. C'est la recommandation qu'on a fait. Les sondages montrent clairement que les gens sont pour la plupart d'accord avec le maintien de cette mesure-là. Alors, c'est rassurant. Si des gens décident de ne pas suivre la règle, ce serait malheureux parce qu'il y a quelque chose qui va nous aider à traverser tout ça. C'est le fait qu'on se conscientise tout le monde ensemble pour le faire. Merci. Juste peut-être sur une différence entre le Québec et ailleurs, puisqu'ailleurs, il y a plusieurs endroits qui ont décidé déjà de laisser tomber le masque obligatoire. Je prends par exemple l'Ontario où il y a moins d'hospitalisation et il y a moins de personnes aux soins intensifs aussi, si je ne me trompe pas. L'INSPQ avait un chiffre intéressant, 1,1 million de Québécois de 25 ans et plus qui présentent au moins 2 facteurs de comorbidité. Est-ce qu'il y a une explication comment dirais-je, scientifique au fait que peut-être ici, on est plus infecté, on est plus hospitalisé pour des suites de la COVID? En fait, on n'est pas plus infecté ou hospitalisé que les autres juridictions. Ça dépend aussi de nos capacités hospitalières, parce que là, on a des façons aussi d'aborder ça cliniquement qui peuvent varier d'un endroit à l'autre sur la planète. Mais à travers le Canada, nous sommes assez équivalents d'un endroit à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que
c'est sûr que le Québec profile une population qui est plus âgée et qui doit être tenue en compte parce que ça nous met plus à risque avec ces complications-là et des complications qui peuvent aller jusqu'au décès, de sorte que c'est un souci qu'on a comparé à d'autres juridictions canadiennes. Maintenant, les autres juridictions canadiennes ont pris des décisions récemment sur le port du masque, les avaient annoncées comme retirées et elles étaient déjà retirées. Moi, je peux vous dire, je suis en contact avec d'autres dirigeants de la santé publique au Canada. Puis, il y en a plusieurs qui voudraient bien les remettre de l'avant, ces mesures-là, parce qu'elles sont pas très exigeantes et elles permettent vraiment de maintenir un certain contrôle de l'évolution de la pandémie. Donc, c'est une chance que nous, on ne l'ait pas enlevé là, déjà. Là. Je pense que oui. Et puis, prenons-la, cette chance-là, puis ajoutons les autres journées d'avril. Ça va nous donner un atout pour tout le monde. Merci. Ça va nous aider. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour, Oui. Marie-Michel Sioui du Devoir. Il n'y a plus de rapport sur les éclosions. Quand on regarde les chiffres de l'INSPQ sur les éclosions par milieu, on ne peut pas s'y fier, là, évidemment, parce qu'il n'y a pas de test PCR. Là. Je pense aux écoles où on dit que c'est 0 %. Est-ce que vous les avez, ces chiffres-là? Ils sont où, les éclosions, principalement, en ce moment? Bien, les éclosions sont surtout... Les éclosions que nous suivons, là, sont surtout en milieu hospitalier, en CHSLD ou en RPA. Ça, il y en a même un peu plus et on est capable de suivre ça avec attention. Toutes ces personnes-là ont accès à des tests PCR, donc on est capable de bien manœuvrer là-dessus. La contagion très forte de l'Omicron et du BA2 là, maintenant font en sorte que on ne suit pas les éclosions un peu partout. Dans les écoles, on a vu une augmentation des cas chez les étudiants, qu'ils soient au niveau primaire ou secondaire. On n'atteint pas les niveaux qu'on avait au mois de janvier, mais la grande majorité de ces personnes-là ne le contractent pas à l'école. Ils le contractent en dehors de l'école, dans les familles, dans les croisements qu'ils font, dans les parties qu'ils font. C'est là où ils l'attrapent. C'est pas dans la classe, c'est pas à l'école, c'est bien plus en dehors. Alors, c'est pas des milieux qu'on peut changer aisément, mais donc on n'a pas à suivre spécifiquement des éclosions de ce côté-là. Toutefois, il y a beaucoup de monde. Et bien sûr, il y a des fois des classes, il y en a très peu là, qui sont fermées actuellement. Donc ça peut arriver aussi. Vous n'avez pas à les suivre. Est-ce que vous avez abandonné l'objectif de contenir la COVID-19? J'ai abandonné l'objectif de la contenir, la propagation? Non, c'est justement, on essaie de restreindre la propagation, mais on n'a pas un objectif que la propagation soit à zéro. Ça, c'est pas possible. Comme certaines autres juridictions ont tenté de faire ça, on n'en est pas là. Peut-être Dr. Lontin veut... Mais je veux juste bien la formuler, c'est que je vous sens préoccupé par les hospitalisations. Depuis un moment, vous me le dites d'ailleurs dans votre réponse. Oui. Vous avez les chiffres là-dessus, mais pour ce qui est de la propagation dans la population en général, est-ce que c'est encore l'objectif de la santé publique de la limiter puis de la contenir, cette propagation-là? Bien sûr, surtout dans des périodes comme celle-ci, d'une vague, ce qu'on peut faire pour diminuer la contagion, on le fait. Le masque, ça vient avec cette initiative, ça vient avec cette idée-là, c'est de contenir la propagation pour réduire son ampleur et la vitesse de croissance de cette sixième vague-là. C'est ce que nous faisons dans la population et les messages qui sont envoyés pour faire en sorte que les gens soient plus prudents et attentifs quand ils font l'infection, de dire ben ça dure 10 jours, je vais être très prudent pour le reste de mes amis, les collègues, la société en général. Ce sont des mesures. Mais on n'est pas aujourd'hui à proposer de nouvelles mesures pour restreindre l'accès à différentes choses comme ça s'est déjà passé pour contraindre ça. On n'est pas là. On reconnaît qu'il y a une propagation. On avise les gens d'avoir le plus de prudence possible. On encourage le port du masque et on le maintient. On donne d'autres conseils, mais tout ça, c'est pour éviter qu'elle se propage trop rapidement et trop dramatiquement. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Bien, juste une précision, il n'est pas question d'ajouter des mesures. Ça, c'est toujours la même stratégie par rapport à la semaine dernière. Nous n'avons aucune intention d'ajouter des mesures et de recommander, c'est-à-dire au gouvernement, d'ajouter des mesures comme les fermetures de quoi que ce soit. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est une vague qui était attendue.
qui vient nous chercher avec, pas désespoir, mais on aurait aimé ça s'en priver. Mais elle est là et le BA2 est bien rentré puis il circule. 75% probablement de tous les cas qu'on a actuellement au Québec, c'est du BA2. Alors, faut vivre avec ça, là. Mais l'idée, c'est de ne pas faire exprès non plus pour avoir des explosions de cas. Ça monte déjà assez. Je pense qu'on peut faire les efforts pour limiter ça. Aujourd'hui, vous ajoutez une nouvelle clientèle à la 4e dose. Est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes en train de préparer une vaccination de la population générale pour la 4e dose? Est-ce qu'on doit s'attendre à ça? Parce qu'il y a des experts qui vous demandent au moins d'accélérer, un peu comme on l'a fait avant Omicron. Est-ce qu'on est où là, par rapport à ça? Bien, on n'est pas dans une recommandation de vacciner toute la population. Je vais laisser mon collègue expert répondre à faire les nuances qu'il faut. Bonjour. Le plus important, c'est dans la vaccination, encore une fois, c'est de prévenir les complications chez les personnes vulnérables. Donc, c'est vraiment l'objectif premier des campagnes de vaccination. Et les données montrent qu'il peut y avoir une baisse d'efficacité après environ 5 à 6 mois. Donc, les personnes qu'on vaccine actuellement sont des personnes qui approchent quelques mois, au moins plus de 3 mois depuis la 3e dose. Donc, c'est évidemment, au Québec, on est allé par vagues successives. Donc, on a commencé à vacciner les CHSLD, les RPA, ensuite les 80 ans et plus en communauté. Ensuite, vous connaissez la séquence. Donc, actuellement, on réouvre pour les personnes, mais qui sont au-delà de 3 mois. Il y aura sûrement une campagne de vaccination, mais à l'automne. On ne peut pas prédire, mais c'est certain que ça va être dans les cartons. Et à ce moment-là, il y a encore une fois la question du délai. Une personne qui est vaccinée actuellement, qui serait vaccinée par exemple au mois de mai ou juin prochain, bien évidemment pour la campagne d'automne, bien, c'est un élément à prendre en compte dans la séquence. Donc en ce moment, comme le disait le Dr Boileau, la grande majorité des personnes sont des personnes qui sont âgées de 60 ans et plus et qui commencent à arriver au-delà du 3 mois. Certains se rapprochent du 4, 5 et du 6e mois. Et c'est cette personne-là pour laquelle maintenant la 4e dose est offerte. Donc, c'est une question un peu du risque de compliquer et du délai vraiment important depuis la 3e dose. Quand vous parlez d'automne, ce serait 4e dose à la population générale? Ce sont des éléments qui vont être analysés par la communauté sur l'immunisation du Québec et pour lesquels on aurait des recommandations. Parfait. Juste une précision, M. Boileau, je ne sais pas si c'est dans votre cours, mais est-ce que on envisage d'envoyer du personnel, par exemple, des grands centres en région dans le système hospitalier en raison du taux d'absentéisme? En fait, c'est pas sous ma responsabilité directe, là, mais on travaille ensemble avec Dr. O'Patterney, d'ailleurs, là, que vous connaissez sans doute, là, et notre sous-ministre et notre ministre. Et il n'y a pas actuellement question de redéployer des forces des capacités là, du côté du système de services hospitaliers. Les régions vivent des situations pas faciles, exigeantes, mais je pense elles ont démontré qu'elles peuvent maintenir l'ensemble des services requis et c'est tout à leur honneur. Merci. Merci. On va passer. Il reste une dernière question en français en virtuel. Simon Bourassa de Nouveau. Merci de poser votre question. Oui, bonjour, Dr Boileau. Est-ce qu'à ce rythme-là, on va être en mesure bientôt de parler d'immunité collective, vous pensez? Bien, on parle d'immunité collective. On a une population qui augmente son immunité par la vaccination au premier plan, et c'est une très bonne chose. Et on a des gens aussi qui ont connu des infections de coronavirus pendant les 2 dernières années. Il y a eu quand même quelques autres vagues. Donc, on se retrouve avec une partie de la population qui a connu beaucoup plus avec le Omicron, puis encore un autre bon groupe avec le BA2. Donc, il y a une immunité qui s'installe. Toutefois, cette immunité-là ne persiste pas dans le temps et ne permet pas d'éviter d'autres contagions et d'autres manifestations graves d'une maladie, qu'elle soit donnée par le BA2 ou un variant qui pourrait arriver. On va suivre ça de près. Mais on ne peut pas dire, ben voilà, maintenant, on n'a plus rien à faire, on aura atteint une immunité collective et c'est fini pour toujours. Ça nous montre que ce virus-là, l'immunité qu'on acquiert baisse avec le temps. Je me permettrais, j'aurais peut-être dû laisser mon expert exprimer là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter, Dr. Lontin?
en termes d'immunité collective, on n'est pas à la première balcome que la COVID nous lance. Donc, on est toujours à la merci quand même d'un autre variant, d'une variation de ce côté-là. C'est certain qu'à chaque personne qui attrape la maladie et surtout qui se fait vacciner, le vaccin, encore une fois, est vraiment l'élément le plus important pour atteindre une certaine immunité collective, pour prévenir les complications. On chemine vers ça, mais évidemment, il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer. Seconde question, M. Bourassa. Voilà, c'était donc ce point de presse du directeur de la santé publique, M. Luc Boileau. Il était accompagné du Dr Jean Lontin, celui que vous voyez à l'écran. On va retrouver Alex Boissonneau tout de suite qui nous attend à Québec. Alors, ça confirme ce qu'on commençait à comprendre, c'est que le masque, à tout le moins, au minimum, porté jusqu'à la fin avril. Pas d'autres mesures sanitaires, mais une certaine préoccupation. On sent un certain souci chez M. Boileau parce qu'il dit, vous savez, les chiffres sont en hausse, les hospitalisations. On les voit d'ailleurs, les chiffres aujourd'hui, c'est 75 hospitalisations de plus aujourd'hui. Et il dit, le 3/4 des gens qu'on retrouve hospitalisés, ce sont des gens de 60 ans et plus. C'est pas très vieux, Alex, 60 ans, là. Non, exactement. On sent qu'il y a une inquiétude. Mais en même temps, il n'y a pas de panique non plus. On aurait préféré que la situation soit autrement, qu'il n'y ait pas une augmentation de la transmission comme on est en train de le vivre en ce moment, qui touche en particulier les régions. Mais ça nous rappelle que la pandémie n'est pas terminée et qu'il y a encore des efforts à faire. Le masque est un bon exemple. Ce que disait le Dr Boileau, c'est qu'on est quand même chanceux, entre guillemets, qu'au Québec, on ait maintenu cette consigne-là plus longtemps que dans d'autres juridictions, ce qui rend la chose plus facile à accepter, de repousser comme ça d'ici la fin du mois d'avril le maintien de cette consigne sanitaire. Mais vous savez, il y a une journaliste qui a amené un point, puis je pense que c'est important d'en parler, parce que ce qu'on entend souvent, c'est, voyons donc, le Québec, on est le seul à avoir le masque, comme si on n'avait pas compris quelque chose, comme si on faisait un excès de prudence. Mais M. Boileau a dit, moi, je suis en contact avec des directeurs de santé publique des autres provinces, et il y en a quand même quelques-uns, il n'a pas dit combien, il n'a pas dit où non plus, qui seraient bien contents qu'on réapplique le masque dans leur province. Hein? Oui, où on a l'impression qu'on est allé un peu trop vite en abandonnant cette mesure. Mais un aspect intéressant, puis je termine là-dessus, qui a été mentionné aussi, c'est l'élargissement de la campagne de vaccination. Parce qu'on dit qu'on est quand même bien outillé pour faire face à cette 6e vague-là. C'est qu'il y a une bonne vaccination au Québec. Ça nous protège beaucoup du virus. Mais là, il y a des gens qui ont un certain âge qui ont reçu leur 3e dose il y a 6 mois et on doit penser à ces gens-là. Ça veut dire qu'on va offrir une 4e dose. C'est déjà commencé dans les CHSLD puis pour les personnes âgées de 80 ans et plus. 70 ans et plus, c'est à partir de demain et à partir de lundi 11 avril, c'est les 60 ans et plus. Puis ça va nous donner un coup de main aussi. Bon, très bien. Ça fait un bon résumé. Merci, Alex. Au revoir.